Le son de la sonnette a tranché l'air comme une lame affûtée, résonnant contre les murs de ma maison avec une insistance cruelle. Encore une fois, et encore. Leurs doigts pressaient le bouton sans pitié, comme s'ils voulaient perforer le bois de la porte avec ce bruit strident. « Vieille folle, ouvre cette porte maintenant !» La voix d'Hélène a traversé le bois massif, empoisonné de rage et de mépris. J'étais de l'autre côté, appuyé contre le mur du salon, les mains tremblantes et le cœur battant si fort qu'il me semblait que tous dans la rue pouvaient l'entendre. Mes petits-enfants, Michel et Sophie, étaient assis sur le canapé du salon, les yeux écarquillés de peur et de confusion. Michel, âgé de seulement 8 ans, tenait la main de sa petite sœur, qui avait commencé à pleurer doucement. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il sentait le poids de ce moment comme une tempête sur le point de s'abattre sur nos têtes. De l'autre côté de la porte, il n'y avait pas seulement Hélène. Je pouvais entendre la voix grave et autoritaire de Marc, mon gendre, donnant des ordres comme s'il était le propriétaire de cette maison que j'avais construite brique par brique avec ma sueur. « Si tu n'ouvres pas, je vais défoncer cette porte. Tu n'as pas le droit de garder ces enfants. Tu es folle, tout le monde le sait. » L'humiliation brûlait dans chaque mot qu'il crachait, mais je restais immobile, sachant qu'ouvrir cette porte reviendrait à livrer tout ce que j'avais lutté pour protéger. Les cris augmentaient, et je pouvais imaginer les voisins ouvrant leurs fenêtres, épiant à travers les rideaux, chuchotant sur la vieille folle qui s'enfermait chez elle avec ses propres petits-enfants. La honte tentait de m'étouffer, mais j'ai respiré profondément et regardé ces 2 enfants effrayés, me rappelant pourquoi j'étais arrivé jusque-là. Comment en étais-je arrivé à ce point? Comment étais-je devenue la méchante dans l'histoire de ma propre famille? Moi qui avais consacré chaque seconde de ma vie à prendre soin d'eux, à sacrifier mes rêves, ma jeunesse, mon corps, pour garantir qu'ils aient tout. J'ai fermé les yeux un instant et me suis permis de remonter dans le temps, quand tout a commencé à s'effondrer, quand je croyais encore que l'amour suffisait à maintenir une famille unie. Tout a commencé il y a 25 ans, quand mon mari Charles est mort dans un accident de voiture. J'avais 32 ans et une fille de 6 mois dans les bras. Hélène était mon monde entier, le seul morceau de Charles qui respirait encore en ce monde. Je n'avais pas de famille proche, mes parents étaient décédés quand j'étais jeune, et les parents de Charles ne m'avaient jamais complètement accepté. J'étais seul, mais déterminé. J'ai travaillé à 2 emplois pendant des années, nettoyant des maisons pendant la journée et travaillant comme cuisinière dans un restaurant le soir. Mes genoux me faisaient mal, mes mains devenaient rouges et gercées à cause des produits de nettoyage, mais je ne m'arrêtais pas. Hélène avait besoin d'une bonne école, de vêtements décents, d'une vie meilleure que la mienne. Je me sacrifiais avec un sourire sur le visage, me disant qu'un jour elle comprendrait, qu'un jour elle regarderait en arrière et reconnaîtrait tout ce que j'avais fait pour elle. Mais la reconnaissance n'est jamais venue. Au fur et à mesure qu'Hélène grandissait, elle s'éloignait de plus en plus de moi. À l'adolescence, elle avait honte de sa mère, qui sentait les produits de nettoyage, qui portait des vêtements simples et vieux, qui ne pouvait pas l'emmener dans les endroits chics que fréquentaient ses amis. Elle voulait plus, toujours plus, et je donnais tout ce que je pouvais, même quand cela signifiait ne pas manger correctement pour qu'elle puisse avoir les baskets à la mode ou le téléphone portable plus récent. Je me recroquevillais, je devenais invisible, croyant que mon rôle était seulement de donner, donner et donner et donner, sans rien attendre en retour. Quelle mère attend de la gratitude après tout? Je pensais que l'amour maternel devait être inconditionnel, silencieux, abnégation, et j'étais tout cela, jusqu'à me perdre complètement dans le processus. Quand Hélène a rencontré Marc, j'aurais dû voir les signes. Il était trop charmant, les mots étaient trop doux, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui me dérangeait, une froideur déguisée en politesse. Mais Hélène était amoureuse, et qui étais-je pour questionner? J'avais déjà appris à me taire, à ne pas donner mon avis, à simplement accepter ses choix, pour ne pas être qualifiée de contrôlante ou de pénible. Ils se sont mariés rapidement, et bientôt Michel est né, suivi de Sophie 2 ans plus tard. Je pensais que la maternité changerait Hélène, qu'elle comprendrait enfin ce que j'avais vécu, mais elle est simplement devenue plus distante, plus exigeante. C'est alors que Marc a commencé à tout contrôler. Au début, c'était de petites choses. Il décidait où il vivait, ce qu'Hélène pouvait ou ne pouvait pas faire, avec qui elle pouvait parler. Hélène, qui avait toujours été si indépendante, si rebelle avec moi, est devenue une ombre à ses côtés. J'ai essayé de parler, mais elle explosait, m'accusant d'être jalouse, de vouloir ruiner son mariage. « Tu ne veux jamais me voir heureuse, maman. Tu veux que je sois misérable comme toi. » Ces mots me coupaient comme du verre, mais j'avalais la douleur et m'éloignais, craignant de la perdre complètement si j'insistais. Les années ont passé, et j'ai vieilli. Mon corps, qui avait tant travaillé, a commencé à faillir. Mes genoux ne supportaient plus de longues journées debout, et j'ai développé de l'arthrite dans les mains. J'ai dû arrêter de travailler, et ma petite pension payait à peine les factures. C'est alors qu'Hélène et Marc sont apparus avec une proposition. Ils voulaient que je vende ma maison et que j'aille vivre avec eux. « Nous allons prendre soin de toi, maman. Tu es vieille, tu ne peux pas rester seule. » Hélène parlait avec une douceur forcée, tandis que Marc souriait à ses côtés. Quelque chose en moi criait que c'était faux,
mais j'étais fatigué, solitaire, et l'idée d'être près de mes petits-enfants était trop tentante pour résister. J'ai vendu ma maison et leur ai donné l'argent. Marc a promis d'investir dans une affaire qui nous rapporterait, qui garantirait notre avenir. J'ai cru. Je suis allé vivre avec eux, mais j'ai rapidement réalisé que je n'avais pas une fille, j'avais une employée. Je m'occupais des enfants, je cuisinais, je nettoyais, pendant qu'Hélène sortait pour retrouver ses amis et que Marc passait des jours dehors, soi-disant en train de travailler. Je ne me plaignais pas, au moins j'étais près de Michel et Sophie, qui remplissaient ma vie de joie. Ils m'appelaient mamie avec tant d'affection, me prenaient dans leurs bras, me faisaient rire. Ces enfants étaient ma raison de continuer. Mais Marc et Hélène ont commencé à changer avec moi. Les mots affectueux sont devenus des grossièretés. Tu gâtes les enfants, maman, arrête de les chouchouter. Tu n'as pas bien cuisiné encore une fois, la nourriture est fade. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer dans ta chambre? Tu es toujours dans nos jambes. Je suis devenu un fardeau dans la maison que mon argent avait aidé à soutenir. Et le pire, j'ai commencé à croire qu'ils avaient raison, que j'étais un poids, une vieille inutile qui ne savait rien faire correctement. C'est alors que j'ai commencé à remarquer des choses étranges, des documents qui disparaissaient, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Marc au téléphone parlant de régler le problème de la vieille. Mon cœur s'est glacé. J'ai commencé à enquêter discrètement, regardant des papiers qu'il laissait sur la table, écoutant des conversations derrière les portes. Et c'est ainsi que j'ai découvert la vérité dévastatrice. Marc avait dépensé tout l'argent de la vente de ma maison en Paris et en dette. Il n'y avait pas d'investissement, pas d'affaires. Il avait menti, et Hélène le savait. Elle savait et n'avait rien fait pour me protéger. Mais il y avait plus. J'ai découvert qu'il prévoyait de me faire interner dans un asile psychiatrique, prétendant que j'avais de la démence, que j'étais un danger pour les enfants. Ils avaient déjà consulté des médecins, falsifié des rapports sur mon comportement. Ils voulaient me mettre hors du chemin, se débarrasser de moi comme si j'étais un déchet. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était plus grande que tout ce que j'avais jamais vécu. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la perception que j'avais tout donné de moi à des personnes qui ne m'aimaient pas, qui me voyaient seulement comme un objet à utiliser et à jeter. Si vous suivez cette histoire et vous vous identifiez à des récits de dépassement et de force, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des histoires inspirantes comme celle-ci. Maintenant, laissez-moi continuer. Cette nuit-là, après avoir tout découvert, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans le lit étroit de la petite chambre qu'il m'avait donnée, regardant le plafond, sentant mon cœur se briser en 1000 morceaux. Je pouvais simplement abandonner, les laisser faire ce qu'ils voulaient de moi. Mais alors j'ai pensé à Michel et Sophie. Qu'est-ce qui leur arriverait si je n'étais pas là? Marc était absent, négligent, et Hélène était tellement perdue dans son contrôle qu'elle pouvait à peine prendre soin d'elle-même. Ses enfants avaient besoin de moi, et j'avais besoin d'eux. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Il ne s'agissait plus de moi, de ma douleur ou de mon humiliation. Il s'agissait de protéger ces enfants de l'environnement toxique dans lequel ils grandissaient. J'ai commencé à planifier. Discrètement, j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai enregistré des conversations, photographié des documents, noté des dates et heures de quand Marc rentrait ivre à la maison, ou quand Hélène laissait les enfants seuls pour sortir. J'ai tout caché dans un endroit sûr. J'ai cherché l'aide d'une ancienne amie, Madame Lucie, qui avait été ma voisine il y a des années. Elle m'a mise en contact avec une avocate, Maître Béatrice, une femme ferme et compatissante qui se spécialisait dans les cas d'abus familial et les droits des personnes âgées. Maître Béatrice a écouté mon histoire attentivement et m'a assuré que je n'étais pas folle, que j'avais des droits et que lutter pour eux ne me rendait pas égoïste. Mais avant que je puisse agir, tout a explosé. C'était un dimanche après-midi. Marc avait bu plus que d'habitude et a commencé à me crier dessus, parce que le déjeuner n'était pas comme il le voulait. « Tu ne sers à rien, vieille. Même pour cuisiner, tu es nulle. » Il a jeté l'assiette par terre, brisant la vaisselle en 1000 morceaux. Michel et Sophie ont commencé à pleurer, effrayés, et je me suis instinctivement placé devant eux, les protégeant de mon corps. Cela a rendu Marc encore plus furieux. « Tu gâtes ces enfants. Oui, ils doivent apprendre que dans le monde réel, les gens ne sont pas faibles comme toi. » Il s'est avancé vers moi, et pour la première fois, j'ai ressenti une vraie peur qu'il puisse me blesser physiquement. Hélène est apparue, et au lieu de me défendre, m'a regardé avec mépris. « Maman, tu exagères toujours tout. Marc a raison, tu rends les enfants trop sensibles. Peut-être qu'il est temps que tu ailles dans un endroit où tu pourras être soigné par des professionnels. » Ces mots ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai regardé ma fille, l'enfant que j'avais bercé, que j'avais protégé, que j'avais aimé plus que ma propre vie, et j'ai vu une étrangère. Une femme qui avait choisi un homme abusif plutôt que sa propre mère, qui était prête à m'enfermer dans une institution pour faciliter sa vie. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. J'ai pris Michel et Sophie par la main et j'ai dit fermement « Allons dans la chambre les enfants ». Marc a ri, sarcastique « Tu vas encore pleurer, vieille ?» Je n'ai pas répondu. J'ai emmené les enfants dans la chambre où je dormais, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, Hélène et Marc ont commencé à frapper à la porte, exigeant que j'ouvre, que je rende les enfants. Mais je n'ai pas ouvert. J'ai appelé Maître Béatrice et la police. J'ai dénoncé tout, l'abus financier, la négligence envers les enfants, les menaces d'internement forcé. Et je suis resté là, avec mes petits-enfants, attendant que la justice arrive enfin. C'est ainsi que nous sommes arrivés au moment initial. La sonnette qui sonne sans arrêt, les cris de l'autre côté de la porte, l'humiliation publique. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Maître Béatrice m'avait informé de mes droits, et j'avais toutes les preuves dont j'avais besoin.
Quand la police est arrivée, une demi-heure plus tard, le tumulte devant la maison était immense. Les voisins se rassemblaient dans la rue, certains chuchotant, d'autres filmant avec leur téléphone portable. Marc a essayé de convaincre les policiers que j'étais une folle qui avait kidnappé ses petits-enfants. Mais maître Béatrice était là, avec tous les documents, toutes les preuves. Les enregistrements des menaces, les photos des documents falsifiés, les registres financiers montrant où était passé mon argent. Les policiers ont tout écouté attentivement. Ils ont parlé avec moi à travers la porte et j'ai expliqué la situation calmement, montrant que les enfants étaient en sécurité et bien. Michel et Sophie, malgré la peur initiale, ont confirmé qu'ils ne voulaient pas sortir, qu'ils se sentaient en sécurité avec moi. Un assistant social a été appelé et après avoir évalué la situation, a déterminé que les enfants pouvaient rester avec moi temporairement pendant que le cas était examiné. Marc a explosé de fureur, criant que c'était absurde, que j'avais manipulé tout le monde. Hélène pleurait, mais pas de remords ou d'inquiétude sincère pour les enfants. Elle pleurait parce qu'elle perdait le contrôle, parce que pour la première fois, elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Dans les jours qui ont suivi, la vérité a émergé comme une rivière qui rompt enfin un barrage. L'enquête a révélé que Marc avait un historique de dette, de comportement agressif, et qu'il avait effectivement détourné mon argent. Hélène a été confrontée à sa négligence et à sa complicité dans les plans de m'interner injustement. Le juge a déterminé que j'aurais la garde temporaire de Michel et Sophie, et qu'Hélène et Marc devraient passer des évaluations psychologiques et des cours de parentalité avant que toute visite supervisée ne soit envisagée. La victoire aurait dû être douce, mais elle était amère, parce qu'au fond, malgré tout, Hélène était ma fille. Je l'aimais et je voyais à quel point elle était perdue, manipulée, détruite à l'intérieur, mais je savais aussi que me sauver moi-même et sauver mes petits-enfants était plus important à ce moment-là que d'essayer de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Avec le temps, les choses ont commencé à se calmer. J'ai réussi à récupérer une partie de l'argent grâce à des procédures légales. J'ai loué une petite maison, modeste mais confortable, où Michel et Sophie pouvaient avoir leur propre chambre, peinte de leur couleur préférée. J'ai établi une routine saine pour eux. Petit déjeuner ensemble, aide aux devoirs, conversation avant de dormir. Ils ont commencé à s'épanouir, à sourire davantage, à parler de leurs rêves sans peur. Michel m'a dit un soir, alors que je l'installais dans son lit, « Mamie, je me sens en sécurité ici. Je t'aime. » Les larmes qui ont coulé sur mon visage à ce moment-là étaient un mélange de douleur et de joie, de guérison et de renouveau. Hélène a essayé de me contacter plusieurs fois. Des messages froids, des accusations voilées, des tentatives de me faire sentir coupable. Mais je ne suis pas tombé dans le piège. Maître Béatrice m'a appris à établir des limites saines, à aimer quelqu'un de loin quand cette personne est toxique. Je répondais seulement le nécessaire, toujours par l'intermédiaire de l'avocate, en gardant tout documenté. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. C'était me choisir pour la première fois de ma vie. Marc a finalement disparu de l'histoire, laissant Hélène seule pour faire face aux conséquences de ses choix. Elle a perdu la maison qu'elle exhibait tant, car elle ne pouvait pas payer seule. Elle est retournée travailler, quelque chose qu'elle ne faisait plus depuis des années. Et pour la première fois, elle expérimentait le poids de la responsabilité sans personne pour soutenir ses décisions impulsives. Je n'ai ressenti aucun plaisir dans sa chute, mais je n'ai pas ressenti de culpabilité non plus. Chacun de nous doit apprendre de ses choix. Et Hélène avait enfin sa leçon. Les mois ont passé, et la vie a commencé à prendre une nouvelle forme. Je me suis lié d'amitié avec d'autres grands-mères à l'école de Michel et Sophie. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les personnes âgées qui avaient subi des abus familiaux. J'ai découvert que mon histoire n'était pas unique, qu'il y avait tant d'autres femmes et hommes qui avaient été utilisés, jetés et humiliés par ceux qui étaient censés les aimer. Partager mes expériences et écouter les leurs m'a donné de la force. J'ai réalisé qu'en me relevant, je relevais aussi les autres. Ma douleur avait un but, ma lutte avait un sens. Un après-midi, alors que je préparais le dîner, Hélène est apparue à la porte. Elle était différente, plus maigre, les cheveux en désordre, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle n'a pas exigé d'entrer, n'a pas crié. Elle a simplement demandé, d'une voix brisée, « Puis-je parler avec toi ?» J'ai hésité. Toutes les blessures étaient encore ouvertes, palpitantes. Mais quelque chose en moi, peut-être cet amour maternel qui ne meurt jamais complètement, m'a fait hocher la tête. Nous sommes sortis sur la véranda, maintenant une distance sûre. Michel et Sophie étaient à l'intérieur, faisant leurs devoirs, sans savoir que leur mère était là. Hélène a commencé à parler, et pour la première fois en années, elle était authentique. « Je me suis trompé, maman. Je me suis tellement trompé. » Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, comment je suis devenu cette personne. Marc me contrôlait tellement, et je l'ai laissé faire parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sur moi-même. Et quand il a dit que tu étais le problème, je l'ai cru parce que c'était plus pratique de te blâmer que d'admettre que mon mariage était un mensonge. Elle sanglotait maintenant, le corps tremblant. « Tu as toujours été si forte, maman. Je te regardais et je voyais de la faiblesse, mais c'était de la force. Je voyais de la soumission, mais c'était de l'amour. Et j'ai tout jeté parce que j'étais aveugle, égoïste, perdu. J'ai écouté en silence. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras, dire que tout allait bien, que je pardonnais.
Mais l'autre partie, celle qui avait appris à se protéger, savait que le pardon ne signifiait pas oublier ou permettre que le cycle se répète. Quand elle a terminé, j'ai respiré profondément et j'ai dit « Hélène, je t'aimerai toujours, parce que tu es ma fille. Et ce que tu as fait m'a détruite de façon que tu ne comprendras peut-être jamais complètement. Je ne peux pas simplement oublier ou faire semblant que ce n'est pas arrivé. Si tu as vraiment changé, si tu veux vraiment reconstruire ta vie, alors tu dois le faire pour toi-même, pas pour moi ou pour les enfants. Tu dois te guérir, chercher de l'aide professionnelle, comprendre pourquoi tu as fait les choix que tu as faits. » Hélène a hoché la tête, essuyant ses larmes. « J'ai commencé une thérapie. Je sais, maman. Et je comprends si tu ne peux jamais me pardonner. Mais je voulais que tu saches que je vois maintenant. Je vois ce que tu as fait, combien tu as sacrifié. Et je regrette tellement, tellement d'avoir tout jeté. » Elle s'est levée pour partir, mais s'est arrêtée et m'a regardé une dernière fois. « Les enfants, vont-ils bien ?» J'ai hoché la tête. « Ils sont en sécurité, aimés et heureux. » Hélène a souri tristement. « Merci de les protéger quand j'ai échoué. » Et puis elle est partie, disparaissant dans la rue, tandis que le soleil se couchait. Cette nuit-là, après avoir couché Michel et Sophie, je me suis assise seule sur la véranda, regardant les étoiles. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, à toutes les larmes versées, à toute la douleur endurée. Mais j'ai aussi pensé à la femme que j'étais devenue. Je n'étais plus la femme invisible, celle qui se courbait, celle qui avalait les humiliations avec un sourire. J'étais quelqu'un qui avait trouvé sa voie, qui avait lutté, qui avait refusé d'être jeté. J'étais quelqu'un qui avait choisi sa propre dignité au-dessus de la commodité, qui avait protégé les sans défense, même quand cela signifiait affronter le monde entier. Le voyage jusqu'ici n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où j'ai douté de moi-même, où je pensais que peut-être j'étais vraiment folle comme ils le disaient. Et chaque fois que je regardais Michel et Sophie, chaque fois que je voyais leur sourire sincère, je savais que j'avais fait le bon choix. Ils m'ont appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour se relever des cendres et construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. J'ai appris que l'amour véritable ne consiste pas à s'annuler pour l'autre. L'amour véritable consiste à se respecter suffisamment pour établir des limites, pour dire non quand c'est nécessaire, pour s'éloigner quand rester signifie se détruire. J'ai appris qu'être mère ne signifie pas être un paillasson, et qu'enseigner à mes enfants et petits-enfants à me respecter est aussi important que de les aimer. J'ai appris que ma voix compte, que mes besoins sont valables, et que je mérite la dignité autant que n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois des rides profondes, des cheveux blancs, des mains marquées par le travail acharné. Mais je vois aussi des yeux qui brillent d'une sagesse acquise à travers la douleur, une posture qui ne se courbe plus devant l'injustice, un sourire qui est authentique parce qu'il vient d'un lieu de paix intérieure. Je ne suis plus la vieille folle qu'ils ont essayé de faire de moi. Je suis une guerrière qui a lutté pour sa propre humanité et a gagné. Michel veut être médecin quand il sera grand. Il m'a dit qu'il veut aider des gens comme moi, des gens qui ont été blessés mais qui restent forts. Sophie veut être avocate, comme Maître Béatrice, pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. Quand je les entends parler de leurs rêves, mon cœur se remplit d'espoir, parce qu'ils apprennent à travers mon histoire qu'il est possible de résister, qu'il est possible de se reconstruire, qu'il est possible de transformer la douleur en but. Quant à Hélène, elle continue son voyage de guérison. Je ne sais pas si un jour nous reconstruirons notre relation, si un jour elle sera capable d'être la mère dont Michel et Sophie ont besoin. Mais j'ai appris que je ne peux pas contrôler les choix des autres, seulement les miens. Et je choisis de vivre chaque jour avec gratitude. Je choisis d'embrasser ces deux précieux cadeaux que Dieu m'a donnés. Je choisis d'être un exemple de résilience pour tous ceux qui croisent mon chemin. Cette histoire ne se termine pas par une fin heureuse parfaite, avec tout le monde vivant en harmonie comme dans les contes de fées. Elle se termine par quelque chose de plus réel, de plus profond, la conscience que nous sommes plus forts que nous l'imaginons, que nous pouvons survivre aux pires tempêtes et trouver encore des raisons de sourire. Elle se termine par la compréhension que notre dignité n'est entre les mains de personne d'autre que nous-mêmes, et que protéger cette dignité n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. S'il y a une leçon que je veux laisser à ceux qui lisent ou entendent cette histoire, c'est celle-ci. Jamais, jamais ne laissez personne définir votre valeur. Peu importe combien de fois on vous traite de folle, d'inutile, de fardeau. Peu importe combien de portes sont fermées à votre visage, combien de sonnettes sont pressées avec mépris. Vous avez le droit d'exister avec dignité. Vous avez le droit d'établir des limites. Vous avez le droit de dire non. Et quand vous vous relevez, quand vous luttez pour votre propre humanité, vous